trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Lecartier est avec nous ce soir, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Bazissire d'être avec nous également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes président d'Equity GPS et à nos côtés Julien Pierre-Nouan. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver également. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Dans la réflexion 2024, Julien Pierre, sur le plan macroéconomique, quel taux de confiance vous accordez à l'idée du soft landing américain qui semble être le schéma un peu Goldilocks, je le disais, pour lequel les investisseurs sont positionnés aujourd'hui. Mais on sait que c'est un scénario qui est réévalué en permanence en fonction du flux de données, des perspectives. Quel taux de confiance vous avez dans cette idée de soft landing et quels sont les scénarios de risque attachés à cette idée ? Alors, effectivement, on voit que c'est une question qui est très importante pour les marchés, par la réaction à chaque chiffre qui amène les investisseurs à réévaluer ces scénarios. Nous, on conserve plutôt un scénario central d'entrée des États-Unis en récession. Et pour ça, il faut revenir un peu sur 2023. 2023 qui a pour le coup, c'est vrai, surpris à la hausse pour l'économie américaine. Mais de l'autre côté, on voit les économies européennes qui sont quand même en net ralentissement. La politique monétaire a produit ses effets. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une banque centrale qui a continué à remonter ses taux et des conditions financières qui, en fait, sont plutôt assouplies sur la période. Alors, est-ce que c'est temporaire ? Est-ce que c'est définitif ? Ça va être la grosse question des prochains mois. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit aussi les taux de défaut qui commencent à remonter petit à petit, le nombre de faillites qui remonte petit à petit, et ces taux qui produisent régulièrement leurs effets dans l'activité, notamment le secteur résidentiel. Alors, il y a des facteurs de long terme de soutien de l'activité dans le résidentiel aux États-Unis, mais on le voit, les chiffres de vente sur les derniers mois étaient très mauvais, avec des taux hypothécaires à 7,5, 8, l'acheteur immobilier est quand même très contraint. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un petit peu tous les postes de la demande. La consommation, ça a été clairement la bonne surprise de cet été, mais de l'autre côté, vous regardez dans le même rapport que les chiffres de consommation, l'évolution du revenu disponible des ménages corrigé de l'inflation, il a baissé depuis 3-4 mois. Donc le consommateur, en fait, il puise dans son épargne. Ça durera jusqu'à un certain point. L'investissement des entreprises, lorsqu'on regarde les enquêtes ou les chiffres de commandes de biens d'investissement, c'est pas génial. On est plutôt dans un climat assez morose et pas de signe que les entreprises voient 2024 de manière beaucoup plus positive. Donc, nous, on reste quand même très prudents sur cette idée de soft landing. Bon. Qu'est-ce qui caractériserait une récession américaine partant alors d'un cycle atypique, partant d'un soutien budgétaire qui a été quand même faramineux, qui se compte en plusieurs trillions de dollars pour l'économie américaine. Qu'est-ce qui peut caractériser l'idée d'un épisode récessif que vous avez en tête, Julien Pierre ? Il y a effectivement une question budgétaire. Le budget sur 2023 a quand même plutôt aidé alors qu'on attendait encore de la restriction. Maintenant, on sait qu'on en est à la deuxième résolution temporaire de financement du budget américain jusqu'à mi-janvier et début février pour certains départements. Les républicains sont quand même plutôt dans l'idée d'essayer d'obtenir des mesures de réduction de ce déficit qui est très important. On connaît les prévisions à long terme d'évolution des soldes des finances publiques américaines. Deuxième zone où on pourrait avoir de la correction, c'est donc on peut avoir un frein budgétaire. Pourrait effectivement avoir un frein budgétaire. Alors après, il y a toutes les questions. Le budget serait plus un soutien. Toutes les questions de délai de mise en œuvre de ces mesures, mais qui peuvent jouer aussi sur les marchés, bien sûr, et sur les anticipations de marché. Et au niveau du consommateur, très probablement, alors on sait que le consommateur américain a une capacité de résistance et d'aller toujours plus loin en termes de baisse du taux d'épargne, mais aujourd'hui on est quand même sur des niveaux très bas. On a le sentiment qu'une très grosse partie, même si ça a été révisé à la hausse, une très grosse partie de la surépargne Covid a été consommée. Donc si on commence à avoir des chiffres de l'emploi un peu moins bons, le taux de chômage qui passerait au-dessus des 4, on n'en est pas loin. Ouais. Psychologiquement, ça peut tout de suite embrayer sur la confiance du consommateur, etc. La confiance du consommateur, elle est quand même pas géniale. Regardez les chiffres du Conference Board ou du Michigan sur les derniers mois. On est
plutôt à la baisse, malgré une consommation on a cette espèce de schizophrénie entre une consommation qui reste bien orientée, des enquêtes qui sont, elles, plutôt orientées à la baisse, parce que les gens sont inquiets de leur situation financière. Très biaisé politiquement aussi, il faut le dire, parce qu'on discutait de la qualité, de la fiabilité statistique hors antenne avant l'émission. Il faut savoir aussi, Conference Board ou autres, ce sont des enquêtes très suivies, mais très polarisées entre des républicains qui vivent dans le pire des mondes sous Biden. Jamais les États-Unis n'ont été aussi dans une situation aussi compliquée que sous Biden, selon les républicains. Quand on regarde des démocrates dans ces indices de confiance, c'est un peu différent. Voilà, et on aurait probablement l'inverse. C'est même certain. Mais voilà, si on regarde des choses un peu moins... un peu plus qualitative sur l'appréciation de la situation financière. Il y a aussi des enquêtes de la Fed sur la capacité à faire face à une dépense imprévue qui se dégrade fortement sur les tout derniers chiffres. Donc, on a un peu le sentiment que le ménage américain, il est peut-être au bout de sa logique. Pour l'instant, ça tient encore, mais pour combien de temps, la question est ouverte. Vincent, comment vous regardez ces réflexions pour 2024 ? Là, on est sur une discussion macro. Est-ce que c'est une discussion macro qui va être le déterminant principal pour la course des marchés financiers ? Ou est-ce que les marchés vivent, je sais pas, dans une dimension différente et que la confiance du consommateur américain, finalement, c'est pas le sujet des marchés aujourd'hui ? Alors pour rappeler une statistique un peu simplette, 23% du PIB c'est les États-Unis, 60% du mondial, du MSCI, All World c'est les États-Unis. D'accord. Autrement dit, il y a une décorrélation complète sur la représentation que les indices font de la réalité. Donc en réalité, quand on regarde les statistiques, il y a certaines zones qui ont beaucoup d'importance pour les marchés financiers et d'autres en réalité beaucoup moins. Donc les États-Unis en ont beaucoup. Ça compte. Les États-Unis en ont beaucoup. On est d'accord. En ont beaucoup. Pour ma part, je suis convaincu que rentrant dans une année électorale, on a relativement peu de chances d'avoir un effondrement budgétaire. Je pense que ça sera maintenu à un niveau relativement élevé. Le consommateur américain, il a aujourd'hui un rythme de progression de salaire qui va plus vite que l'inflation. Donc en clair, il a un gain de pouvoir d'achat net aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il peut reconstituer éventuellement de l'épargne ou de la consommation, s'il a envie de choisir l'un ou l'autre. Là, visiblement, pour Black Friday, Cyber Monday, il n'a pas tranché ou coupé dans les postes de dépenses de fin d'année. Ça reste un budget sacralisé, a priori, aujourd'hui. C'est ça. Pour ce qui est des entreprises, on a quand même beaucoup de secteurs qui restent largement soutenus par les plans d'investissement Biden sur les semi-conducteurs, les énergies nouvelles, enfin bref. Donc on a un certain nombre de secteurs qui sont quand même encore très bien portants et qui ont tendance à faire des petits autour d'eux. La politique monétaire, si effectivement le scénario d'une récession devait approcher, je pense que la politique monétaire se calerait sur deux choses. La première chose, c'est le niveau d'emploi. Donc en clair, si effectivement la récession devait se manifester de plus en plus au travers de l'emploi, je pense que la Banque centrale américaine, qui a 2 mandats, se rappellerait qu'il n'y a pas que l'inflation, qu'il y a aussi l'emploi qu'il va falloir surveiller. Et deuxième chose, en termes de timing d'intervention, dans la mesure où on a l'élection en fin d'année, si la Banque centrale américaine doit venir en relais de l'activité, de mon point de vue, il est plus probable qu'elle le fasse vers le début de l'année que vers la fin, pour éviter de se voir reprocher de faire de l'interventionnisme politique. Ouais. La question étant, est-ce qu'elle pourra, sur la base de données, justifier en début d'année une première baisse de taux ? Enfin, est-ce que la dégradation économique observée et la désinflation constatée, est-ce que ces éléments seront suffisants pour permettre à la Fed d'agir le plus tôt possible dans le calendrier idéal, comme vous dites, Vincent ? Je pense qu'aujourd'hui, la problématique de la Fed, c'est d'essayer de maintenir un niveau de taux réel qui soit stable. Autrement dit, à mesure que l'inflation continuera de baisser, elle pourra de nouveau intervenir sur les taux directeurs et les baisser au fur et à mesure du début d'année prochaine, si effectivement l'inflation se rediminue. Donc je pense qu'en fait, elle a une marge de manœuvre aujourd'hui qui est assez clairement reconstituée, et quand bien même on aurait une récession, puisqu'on peut toujours aller jusqu'à ce scénario-là, la récession, de mon point de vue, serait de toute façon de très faible durée et ampleur, dans la mesure où on a
un investissement des États qui reste très fort et qui a le soutien des entreprises, puisque l'État ne peut pas tout faire par lui-même, et qu'avec le vieillissement de la population, on se retrouve à avoir à la fois une pénurie de main-d'œuvre, donc des salaires qui ont plutôt tendance à monter, et une population âgée qui a généralement les moyens de consommer. Donc on a plutôt un investissement et une consommation qui sont l'un comme l'autre solides. Et qui viendrait limiter la hausse du taux de chômage d'une certaine manière. Limiter la hausse du chômage et surtout limiter le risque récessif prolongé et profond. Ouais. Bon, sur ces réflexions 2024, qu'est-ce qui vous intéresse, Gilles, dans le scénario, alors non exhaustif, mais très tourné vers les États-Unis qu'on est en train de discuter? Moi, je regarde régulièrement l'indicateur de récession dit SAM, S-A-H-M, qui est tiré d'une économiste qui a travaillé à la Federal Reserve, inventé cet indicateur, fait intégrer d'ailleurs, maintenant c'est un indicateur de la Fed. Cette dame ne travaille plus à la Fed, mais commande très largement d'ailleurs la politique monétaire américaine, comme si elle avait des ambitions à terme de revenir un petit peu dans un autre rôle au niveau de la Federal Reserve. Et en fait, son indicateur est très simple et très intuitif, fait du sens. C'est-à-dire, à partir du moment où son indicateur, c'est la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage américain. Et quand on a une inflexion à la hausse, quand on vient d'avoir un plus bas, si ce plus bas est dans les 12 derniers mois, selon son indicateur, ça aurait expliqué dans le passé une très grande proportion des récessions. Alors ça ne veut pas dire que ça l'a expliqué dans le passé et que ça va l'expliquer à l'avenir. Donc c'est une remontée de 0,5 points, c'est ça, du taux de chômage sur les 3 mois En moyenne 3 mois. D'accord, c'est sur ça. Les 12 derniers mois. C'est ça. Et on est pile poil sur les 0,5 actuellement. Ouais. C'est-à-dire le point bas a été atteint, on l'a trouvé. 3,4, j'appelle, sur le plus bas du chômage américain. C'est cela. Ouais. Et là, on est en train de remonter. C'est des séries qui sont très lourdes, très lentes. Il est extrêmement rare qu'on ait des inflexions. On peut avoir des petites révisions, des petites vibrations. Mais quand on lit ces chiffres-là, c'est très, très lent. C'est à peu près aussi lent que les Fed Funds, que les taux d'intervention des banques centrales. Donc là, il semblerait qu'on ne soit pas loin. Et donc, il est raisonnable de considérer, au fur et à mesure des informations qu'on a eues depuis quelques semaines, il est raisonnable de considérer qu'une proportion importante des investisseurs a intégré ce scénario dans son scénario central. Maintenant, il semblerait que le deuxième indicateur soit l'inflation, le deuxième élément à regarder avec l'emploi d'une part, donc la hausse du chômage qui peut nous précipiter dans une récession, et l'autre élément pour les banquiers centraux, c'est le taux d'inflation. Et là, le taux d'inflation, on peut se projeter, regarder des choses hors ceci, hors cela. Moi, j'aime bien regarder également la moyenne depuis 10 ans. Parce qu'en fait, il est quand même intéressant de se dire, quand on a été en inflation négative, est-ce qu'il faut, l'année qui suit, ne pas dépasser 2%? Parce que si on est à -1, plus 2, -1, -1, vous voyez, ça fait des séries très négatives et c'est des esprits de désinflation, c'est une atmosphère de désinflation qui s'installe. Ils ont tranché ce débat, C'est 2% en moyenne BCE et c'était même la Fed qui l'avait proclamé. Alors c'était 2019, je crois, l'average inflation targeting. C'est ça. Si on regarde la moyenne depuis 10 ans, aux États-Unis, du PCI, qui est l'indicateur préféré, du core PCI, qui est l'indicateur encore plus préféré, ou de l'inflation CPI observée on est à 2% pour l'un, 2,1 pour l'autre et 2,3 peut-être pour le troisième. Vous dites non seulement ils montent plus les taux, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais vous dites ils ont, s'ils le veulent, ils ont les arguments nécessaires pour être assez réactifs dans la baisse de taux et baisser assez vite les taux au cas où la réalité économique le nécessiterait. Oui, si on accepte le fait que ces cycles économiques sont très longs, un degré de latence très, très, très important. N'oublions pas dans quel état nous étions collectivement quand on avait une inflation insuffisante.
Et là, on serait en train de se dire, bah non, je vais quand même attendre vraiment d'être sûr, d'être à 2% pour commencer à baisser les taux. Je pense qu'il les baissera. Il serait raisonnable d'anticiper de façon rationnelle qu'il puisse donner des signaux avant cela. Ouais. Voilà. Parce que quand on observe un taux d'inflation à 2 qui vient de 6 pour le CPI ou 7, en fait, est-ce que cette tendance-là ne nous amène pas à 0, donc à d'autres affres et compte tenu donc, des enjeux à l'heure actuelle importants en termes de financement de la dette des États, de la dette des ménages, il ne faut pas oublier la dette des ménages dans beaucoup de pays développés, qui est parfois plus importante que la dette des États, et puis de la lutte contre le changement climatique, qui va demander des investissements, si ce n'est colossaux, mais importants, surtout si on les détermine à l'échelle de la planète, hein, c'est-à-dire que, en gros, les pays développés vont payer pour le reste, pour l'ensemble de la planète, beaucoup plus que le reste en termes de part, ça fait quand même des choses importantes. Ah non, mais les enjeux de financement, bien sûr, devant, oui, non, c'est sûr. Voilà. Mais comment vous voyez les banques centrales conclure le cycle, là, d'une certaine manière, Julien Pierre? Comment vous comprenez leur fonction de réaction dans l'idée qu'à un moment, effectivement, higher for longer, c'est pas higher forever. Qu'est-ce qui va les faire bouger à la baisse? Est-ce que elles auront en tête que le mandat est double, comme disait Vincent, et qu'on peut se permettre, avec une inflation dont la trajectoire semble revenue à l'équilibre autour de 2%, on peut se permettre d'être préemptif un peu dans l'idée de baisser les taux? Ou est-ce que, encore une fois, le démarrage tardif des hausses de taux, l'ampleur, quand même, l'amplitude d'inflation au cours des 2-3 dernières années et le risque de résurgence qui est toujours possible, est-ce que ça les amène pas à attendre, j'allais dire, de voir la récession dans le blanc des yeux avant de réfléchir à baisser les taux? C'est deux schémas différents. Hein. Oui, tout à fait. Et pour les marchés, dans l'intervalle, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que normalement, la Fed a toujours baissé avant l'entrée en récession, hein, compte tenu des délais de politique monétaire. Elle a un comportement préemptif. Non, mais surtout, elle voit l'activité. Oui. Sur les 40 dernières années, il n'y avait pas vraiment de question d'inflation. Donc, vous voyez l'activité commencer à baisser, elle commençait à baisser ses taux. Ça n'empêchait pas la récession. Non. Là, aujourd'hui, la situation est un peu compliquée parce qu'on a eu cet épisode d'inflation très forte. Et on a une Fed qui, je pense, a grandement dans son esprit l'expérience des années 70. Avec cette période un peu, en fait, de progression en escalier de l'inflation. C'est-à-dire qu'on avait une récession, une accélération de l'inflation, la Fed montait ses taux, l'inflation ralentissait, la Fed baisse ses taux, et hop, on s'arrête à un niveau un peu plus élevé que le point bas du cycle précédent, et l'inflation repart. Et je pense que lorsqu'ils regardent les chiffres de l'enquête du Michigan sur les anticipations d'inflation des ménages, et qu'ils voient que sur les derniers mois, malgré le ralentissement de l'inflation, ces anticipations sont en train de repartir à la hausse, je pense qu'ils doivent se dire que le sujet n'est pas totalement évacué. Non. Et donc, je pense qu'ils seront très prudents. C'est pour ça que nous, on a, pour ainsi dire, deux scénarios. C'est-à-dire que si on a un soft landing, très probablement la Fed ne baisserait pas ses taux. Ne serait pas pressée de le faire. Pas pressée de le faire. Par contre, si on a une récession, là, clairement, elle rebasculera dans son mandat de soutien de la croissance. Ouais. Mais c'est vrai que la question aujourd'hui, elle n'est pas évidente, hein, compte tenu de cette histoire récente qui joue sur la perception de l'inflation par les ménages. C'est la question que j'aime bien poser aussi en ce moment. Est-ce que la BCE peut trouver un chemin qui l'amènerait, alors je disais, à baisser ses taux avant la Fed? Peut-être qu'au regard de la séquence historique, ce serait compliqué, mais en tout cas à ne pas prendre trop de retard par rapport à d'éventuelles baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. Ou est-ce qu'il faut considérer encore un décalage important entre l'intervention de la Fed, dans un sens ou dans l'autre, et celle de la BCE, d'autre part? Quand on regarde la situation budgétaire en Allemagne, compliquée, on va bientôt avoir de nouvelles règles européennes aussi budgétaires et sur la dette, probablement restrictif, même si on aura plus de flexibilité que par le passé, ça restera malgré tout plutôt restrictif. On a à l'évidence un rythme de croissance qui est plus faible qu'aux États-Unis. On a une
une efficacité de la politique monétaire qui est beaucoup plus forte parce qu'elle passe par le système bancaire et non pas par le système des marchés. Donc on voit bien que ça mord beaucoup plus vite ce que fait la BCE que ce que fait la Fed. Donc il est clair que le contexte est beaucoup plus propice en théorie pour faire une baisse de taux au niveau européen. Pour moi, il y a une chose, un obstacle principal, c'est probablement le dollar. Autrement dit, c'est le risque de décrochage de la parité, de l'euro qui risque de rebaisser assez fortement face au dollar, ce qui veut dire qu'on réimporterait de l'inflation, et ce qui veut dire que la Banque Centrale Européenne se retrouverait de nouveau hors mandat, et donc coincée sur l'agressivité qu'elle peut avoir. Donc j'ai peur qu'effectivement, pour vous rejoindre sur votre propos, c'est pour moi plutôt une baisse très coordonnée, très concomitante je comprends. entre les deux banques centrales qu'on risque d'avoir plutôt qu'une banque centrale européenne qui prend la main la première. Je serais surpris. Pour une question de taux de change. Exactement. Qui ne fait pas partie du mandat de la BCE. Non, mais avec l'implication sur l'inflation. Bon, je ne sais pas, il y a une idée à avoir là-dessus. BCE, Fed, on regarde la Fed avant tout, Julien Pierre, ou est-ce que la BCE peut, je sais pas, avoir une forme de leadership dans le cycle de baisse de taux qui viendra à un moment? Oui, qui viendra à un moment, mais c'est vrai que pour l'instant, d'abord, lorsqu'on regarde les derniers chiffres d'inflation en Europe, ils sont plus cohérents avec un atterrissage vers 3% qu'aux États-Unis où on est déjà vers 2%. On arrive à voir les deux, oui. Donc la question de l'inflation, elle est encore un peu plus importante pour l'instant dans la zone euro. C'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres d'activité, les PMI pour l'instant et même les PIB, sur l'année passée, on a un PIB qui a fait du surplace et on a plutôt une dégradation récente des données d'activité. Donc niveau activité, on sent que le travail est fait, mais voilà, il y a ce mandat qui est strictement sur l'inflation. Il y a aussi le fait d'obtenir un consensus au niveau des gouverneurs de la BCE, et donc ça plaide sans doute pour un peu plus d'inertie. D'autant que, pareil, la question, c'est cette période d'inflation très forte, il faut la sortir un peu de l'esprit des gens. Et donc, ça plaide plutôt pour Là aussi, il y a une latence. Une zone pour une génération, des générations qui n'ont jamais entendu parler de l'inflation, qui n'ont jamais connu l'inflation, voire pendant 12, 18, 24 mois, effectivement, des prix annoncés en hausse de 10%, etc. Oui, c'est une perception qui peut avoir du mal à s'effacer dans le temps, c'est ça. Et je suis d'accord que la parité de euro-dollar jouerait aussi un rôle. Bien sûr. Bon, là, on a plutôt le mouvement que certains attendaient peut-être de détente du dollar, et face à un certain nombre de devises, l'euro-dollar est remonté à plus de 1,09 ces derniers jours et ces dernières semaines. Si on regarde les marchés avec vous, peut-être Gilles, l'état des lieux que vous dressez avec les outils Equity GPS dans le monde action, bien sûr, on a toujours l'image d'un monde action fracturé. C'est presque même une ou des fractures ouvertes qu'on peut constater dans ce monde action aujourd'hui. Oui, on a, alors, sur le monde, tout pays, tout compris, on a 3,5 sur 10, c'est-à-dire un rating médiocre, mais pas suffisamment mauvais pour être considéré comme rentrant dans la catégorie où, dans le passé, ça a anticipé des performances négatives. D'accord. Donc, on reste encore... Les retours attendus restent positifs. Légèrement, mais par contre, il y a une distinction entre pays développés, en règle générale, et pays émergents. Première fracture, alors. Qui reste forte. Voilà. Et en effet, on est autour de 2,5, disons, sur les marchés développés, avec un cas particulier un peu moins bon sur la zone euro et un autre cas particulier au sein de la zone euro, malheureusement la France, sur lequel on est à 0,8 sur 10. Et là, ça rejoint ce qui a été dit avant sur des perspectives d'activité quand même qui sont assez compliquées, et beaucoup de grippage et beaucoup de réformes difficiles qui ont été faites, je dirais, au tiers ou à moitié.
Mais pour la France, dans par le exemple, c'est passé, intéressant et- parce que le CAC 40, c'est beaucoup de luxe, par exemple. Est-ce que le mauvais rating que vous avez sur les actions françaises, est-ce que c'est aussi l'idée que les perspectives d'un secteur comme le luxe sont plus aussi brillantes que ces 3 dernières années? Rating de 0,8, ça ne veut pas dire qu'on a 0,8 sur toutes les valeurs françaises, hein, bien évidemment. Non. Là, on a une dispersion très large, mais oui. En moyenne? Mais oui, Oui, oui. vous avez raison. Là, en l'occurrence, hein, sur le luxe, on a des mauvais ratings Oui. encore. C'est pas la réforme des retraites, quoi. Non, mais enfin, pour Voilà. dire les choses. Et là, c'est la dynamique des perspectives qui s'est inversée. Là, ce sont des boîtes mondiales, hein, bien sûr, ça peut avoir avec la conjoncture française, peut avoir. Mais dans l'environnement actuel, assez anxiogène mondial, est-ce que c'est vraiment le moment pour voyager et faire des achats, je dirais, un peu frivoles, hein, ou de show-off, en plus dans un environnement de croissance économique plutôt orientée à la baisse. Disons que la plupart des gens ont d'autres priorités, hein, que dépenser dans ce type de secteur. Donc, mauvais rating, effectivement, sur les développés en général, enfin mauvais, en tout cas, plutôt bas. Voilà. Et meilleur, Moi, c'est ça qui voire m'intéresse, nettement du coup. meilleur sur les émergents, avec en particulier toujours l'Inde qui a bien performé, hein, Ouais. mais qui continue de bien performer. Et C'est pas trop consensuel, c'est... peut-être que ça l'est, hein, Ouais. je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai Ouais. calculé, hein, objectivement. Alors, on n'est plus à 8, 9 sur 10 hein, sur l'Inde, on est à 5 ou 6, mais ces 5 ou 6, historiquement, ont correspondu à des performances ultérieures moyennes à 2 chiffres, hein, encore, en devise locale, hein, qui n'est pas une devise forte, mais qui n'est pas une devise si faible que ça non plus. Autre élément intéressant, autre zone intéressante, le Brésil, où on a là 10 sur 10 sur le Brésil. Copie parfaite Et, pour investir au Brésil. et un marché qui s'est plutôt correctement tenu. On a une devise qui n'est pas faible, en fait, hein, pas très faible, moins faible que le yen japonais, par exemple. Hein, c'est assez intéressant hein, sur les 3 dernières années. Et une forme de situation un peu macroéconomique un peu parfaite qui n'a rien à voir avec le gouvernement au pouvoir, mais plutôt qui a à voir avec une vision macro mondiale. Et puis enfin, c'est quand même le Brésil, hein, c'est le premier grand pays dans le monde dont la Banque centrale a enclenché une baisse de taux directeur. Après avoir été une des premières à monter les taux. Exactement. Donc c'est pas inintéressant. À noter selon nous. Jusqu'où on a envie d'être contrariant effectivement en matière d'investissement pour l'an prochain, c'est l'idée de dire un mot des émergents. Ça n'a pas été effectivement, on n'a pas eu de rallye émergent cette année. Il fallait être positionné ailleurs. Est-ce qu'en 2024, c'est un segment de marché, une sphère d'investissement dans laquelle on a envie d'être peut-être plus présent, Julien Pierre? Alors il y a quand même une question Chine. Parce que la Chine, c'est... émergent 40, avec ou sans Chine. Voilà. On est d'accord. Et sur la Chine, il y a encore des questions hein, sur la situation économique en Chine. Alors, on voit le gouvernement multiplier les mesures de soutien, mais on voit aussi les indices PMI qui ont plutôt baissé sur les derniers mois. Et il y a des vraies questions sur toute la sphère secteur résidentiel et shadow banking. Il y a eu des nouvelles sur... on sait qu'il y a eu... lorsqu'on regarde la trajectoire du ratio de dette sur PIB de la Chine sur les 20 dernières années, il y a eu clairement une accélération à partir de 2009. Ouais. Une tendance qui est sans doute pas tenable. Aujourd'hui, on est sur la dette hors secteur financier à 300% du PIB. C'est des niveaux de pays développés. Hein. Oui. Privé et public. Hein. Privé et public, oui. Alors, ça reste un sujet domestique. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pertes quelque part. Ouais. Et est-ce que ces pertes, elles peuvent être attribuées au secteur du shadow banking qui a beaucoup capté l'épargne des Chinois les plus riches? Et on en revient à la question des perspectives sur un secteur comme le luxe. C'est des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et donc pour nous, ça, ça fait partie des choses qu'on surveille attentivement sur la Chine. C'est vrai que la Chine, ça fait, régulièrement, hein, c'est un des top picks de début d'année, avec un peu de déception sur la suite. Et lorsqu'on regarde la dernière grande période de surperformance des émergents aux pays développés, c'est 2003-2011.
Et ça correspond à cette période où la croissance chinoise s'était envolée et on n'est pas dans ce scénario. Mais après, je pense qu'il y a peut-être aussi des histoires... Au-delà d'une histoire tactique, vous n'y voyez pas une histoire en termes d'investissement, encore une fois. Il n'y a pas pour vous, les émergents peuvent être joués de manière tactique, en diversification, mais il n'y a pas l'histoire d'un grand cycle émergent devant nous. Les conditions sont sans doute pas réunies aujourd'hui. Voilà, ça ne veut pas dire que bientôt... La valorisation relative, clairement, aujourd'hui... Non, mais il y a des arguments. Ça l'est depuis un certain temps. Sûr. Maintenant, est-ce qu'on va vers une accélération régulière de la croissance des résultats on la voit. Il ne faut pas se référer en tout cas aux années 2000. C'est pas la référence qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Dans le sens d'un scepticisme spécifique sur la Chine au sein des émergents, c'est l'aspect démographique à long terme qui est absolument catastrophique sur la Chine. Et je rappelle, à l'inverse, il est très favorable sur l'Inde et favorable sur le Brésil. Et pas tant seulement en termes de croissance de la population prévue, en tout cas, et prévisible à moyen terme, mais également de croissance des cohortes démographiques productives. C'est-à-dire des 25-55 ans. C'est une démographie de qualité. Cette proportion va monter fortement en Inde, elle va monter au Brésil, et elle va baisser en Chine, alors même que la population globale va baisser. Donc, à moyen terme, il est légitime d'avoir un scepticisme sur la Chine, sans compter les sujets géopolitiques, où on peut avoir du mal quand même à demander des investissements et des poursuites des investissements, soit physiques, soit financiers, aux investisseurs internationaux, tout en se positionnant de façon assez conflictuelle sur beaucoup de sujets. Vincent, la logique d'investissement, il y a peut-être déjà un mot du mois de novembre quand même, qui marque le retour de la duration comme source de performance pour les gestions diversifiées. On a eu 3 mois quand même de baisse, je crois. Des taux qui montaient, des actions qui baissaient, ça c'était le schéma de l'été. Puis novembre marque une rupture par rapport à ça. Alors est-ce que c'est une pause, une respiration, comme on dit, dans les rapport aux tendances précédentes qu'on pouvait observer, ou est-ce que ce qu'on a vu en novembre, c'est quelque chose qu'on a envie de prolonger au moins jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà si on parle de 2024 ? Je pense que c'est la grande question de 2024 en fait. On a eu clairement un mouvement extrêmement violent sur les taux directeurs et sur les obligations, dans le mauvais sens évidemment sur les obligations. On voit en perspective une détente des taux directeurs sur l'année prochaine. En tout cas, le consensus est positionné là-dessus. Ce qui veut dire qu'il faut se poser la question de est-ce que les perdants de 2022 ne seront pas les gagnants de 2024 et réciproquement. Donc je pense qu'en fait c'est ça. En fait, ce que le marché est en train de se tester un petit peu sur ce mois de novembre. Il y a clairement un piège monstrueux sur la partie obligataire, c'est-à-dire que les hedge funds avaient vendu à découvert la partie longue de la courbe. Autrement dit, si vous avez en perspective une baisse des taux, vous avez quand même intérêt à racheter cette partie parce que sinon vous allez souffrir. Les gestions traditionnelles, elles sont un petit peu comme les hedge funds positionnées plutôt sur la partie courte. Donc je pense que tout le monde va plutôt rallonger sa duration et généralement c'est la partie longue de la courbe qui est utilisée en valorisation sur les actions. Donc il y a un effet un peu mécanique sur la valorisation des actions qui fait que on a une détente des taux qui pour moi va se prolonger parce qu'en termes de flux, je ne vois pas comment tous ces investisseurs, soit short, soit pas assez longs, peuvent rester dans cette position. Donc je pense que ce mouvement sur les taux, il va se prolonger sur plusieurs mois. Et je pense qu'on aura, par effet domino positif, une revalorisation des actions. Il faut se rappeler quand même... Ça peut aller loin, la baisse des taux. Enfin, je ne vais pas vous demander la boule de cristal, mais pour avoir quand même... Est-ce qu'on revient, je ne sais pas, à des taux qu'on a connus dans le cycle précédent, ou est-ce que c'est quand même pas le sujet ? Je parle des taux longs,
Moi, je pense que le consensus qui imagine entre 50 et 100 points de base pour l'année prochaine... Ouais, de baisse de taux directeur, on peut le retrouver dans les taux longs. Je pense qu'on peut tout à fait le retrouver encore dans les taux longs. Petit rappel additionnel, l'année dernière, en 2022, on avait eu une forte hausse des bénéfices et les marchés d'actions s'étaient effondrés. Donc quand bien même on aurait l'année prochaine une activité médiocre, le simple fait d'avoir en perspective des taux d'intérêt qui se détendent, on peut avoir un effet sur la valorisation qui vient largement compenser je dirais des déceptions, le traditionnel plus 10 d'anticipation. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on est en train d'avoir, Vincent ? Est-ce que c'est pas déjà là l'anticipation du marché de se dire voilà, j'intègre les baisses de taux à venir et puis Alors, je vais prendre un exemple très concret. Vous dites les bénéfices l'an prochain, ce sera pas le déterminant pour les marchés actions comme on l'imagine. Je pense que c'est la valorisation. Quand je regarde les flux, les small caps, donc pour prendre le Russell aux États-Unis, puisque c'est quand même comme toujours les États-Unis qui font la loi. Depuis le début du mois, le Russell ne fait pas mieux que le Standard & Poor's. C'est vrai. Et voilà, donc, si on pense qu'il y a vraiment un squeeze fort à jouer, pour le moment, il n'est pas joué. Pour moi, simplement, ce que je vois, c'est que le décrochage des petites capitalisations ne se fait plus. Mais pour autant, il n'y a pas eu de rattrapage. Non. Donc moi, ce que j'attends éventuellement l'année prochaine, c'est ça. C'est des mouvements éventuellement sur les marchés émergents, sur les petites capitalisations, sur les entreprises très endettées, sur les... Donc après des oscillations très fortes, là, une logique de rattrapage, effectivement, pour... Moins d'attrait pour les services, plus d'attrait pour le manufacturier, parce qu'il va y avoir un phénomène de rattrapage l'année prochaine. Donc je pense qu'il va y avoir de la rotation l'année prochaine. Et du coup, mon pressentiment, c'est que les 7 magnifiques vont tenir, vont pas forcément surperformer, mais par contre, c'est le reste de la cote qui, lui, risque de faire le rattrapage, de compenser. Sur le schéma de marché que vous avez en tête pour 2024 et la logique d'investissement chez vous, chez Lazard Frères, alors, partant de l'idée que votre scénario central, c'est quand même l'idée d'un épisode récessif aux États-Unis. Voilà. Nous, on pense qu'au contraire, ce qui va faire l'année boursière de 2024, ça va être les résultats des entreprises. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les niveaux de valorisation aujourd'hui, vous enlevez ces 7 magnifiques, on est à peu près en ligne avec les moyennes historiques sur des choses assez raisonnables. Par contre, effectivement, on est sur des niveaux de marge qui sont très élevés, qui sont attendus encore en croissance pour l'année prochaine, alors que les marges ont quand même été bien aidées par l'accélération de l'inflation. Donc si on a un ralentissement de l'inflation, ça sera peut-être plus compliqué. Et au-delà, vous avez aussi le ralentissement économique. C'est vrai que si vous prenez le PMI manufacturier global, qui est généralement assez bien corrélé à la croissance des résultats du MSCI World, donc de l'indice des actions mondiales, on est plutôt sur un niveau qui est cohérent avec du moins 10% que du plus 10% qui est attendu aujourd'hui par les analystes. Donc voilà, on risque, selon nous, d'avoir, et ça pourrait être accéléré effectivement par un basculement en récession, on risque d'avoir une année où on aura régulièrement des warnings sur les résultats. Ça a commencé un peu au 3e trimestre sur des prévisions, des perspectives, des guidelines, enfin des anticipations pour 2024 qui étaient quand même beaucoup plus prudentes que ce qu'on a connu sur les 2 dernières années. Après, est-ce que dans cette partie du marché un peu cyclique, est-ce qu'on n'applique pas déjà des niveaux de valorisation qui correspondent peut-être à une absence de croissance bénéficiaire, voire une baisse des bénéfices aussi Alors, après, c'est du fine-tuning, du stock picking, etc. Mais eh bien, pas forcément. Nous, on en parle, quand j'en parle de notre équipe de gestion action, ils disent qu'il y a des valeurs cycliques qui, normalement... Qui sont déjà dans l'idée de la reprise cyclique. L'évolution des carnets de commandes devrait se négocier sur des multiples beaucoup plus bas. Et c'est pas le cas encore. D'accord. Un mot, Vincent, et puis on conclut avec Gilles. Non, mais sur l'idée, petit rappel, on est capable d'enjamber l'idée que les bénéfices seront peut-être pas ceux qu'on perçoit aujourd'hui. La productivité se réveille, au moins aux États-Unis. Donc ça, je pense que c'est un vrai facteur qu'il faut surveiller parce que pour avoir des bonnes surprises sur les marges, je pense que ça peut quand même être quelque chose de très positif. Il ne faut pas non plus complètement enterrer la Chine. Il y a assez clairement quand même une reprise d'activité. Et quand bien même la Chine ne se porterait pas bien, je pense que les relocalisations vers les pays périphériques vont créer de l'activité à ce niveau-là,
y compris pour la Chine. En fait, la Chine elle-même délocalise dans les pays voisins. Je pense qu'il y a quand même une remontée d'activité qui va se faire d'un point de vue technique vers les indices européens, par exemple. Même si on a des déceptions sur l'activité en Europe, on peut avoir des bonnes surprises ailleurs qui seront remontées dans les résultats. Ouais. Oui, ce qu'on ne voit plus en Chine en termes d'activité, on le retrouve au moins en partie Exactement. ailleurs. Pour conclure avec vous, Gilles, on a fait les marchés actions. Moi, j'ai toujours une question sur les small caps. On l'a évoqué avec Vincent. Alors, je ne sais pas jusqu'où il faut être contrariant. Voilà, ça fait plusieurs années que ça n'est plus l'année des small caps. Oui, alors moi, mon sentiment, c'est que les small caps ont obéi dans le passé principalement à des cycles de taux et que les fondamentaux sont plutôt intacts. En moyenne, c'est quand même des entreprises plus endettées et à volatilité, en général, en volatilité plus élevée que les très très grosses boîtes mondiales. Et donc, elles souffrent beaucoup, à la fois en finance d'entreprise et puis dans leur valorisation boursière de l'évolution des taux longs. Et donc, quand on est arrivé près de tangenter zéro, sans doute, elles ont atteint des niveaux non extrapolables en termes de valorisation. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est clair que si les taux baissaient, les taux longs baissaient, on aurait un franc impetus sur le secteur, mais pour moi, j'attendrai de le voir. Ouais, je comprends. Ouais. Mais sinon, au niveau global, monde, on fait régulièrement des études de sensibilité de nos ratings au taux d'intérêt. Et dans l'hypothèse où les taux d'intérêt longs baisseraient de 100 points de base dans tous les pays du monde à partir du niveau actuel, et bien toute chose étant égale par ailleurs, notre rating monde passerait de 3,5 à 7,5 sur 10. Waouh! 100 points de base de baisse de taux long dans le monde. Toute chose étant égale par ailleurs, et on ne touche pas aux bénéfices, aux perspectives bénéficiaires, etc. Oui, j'entends bien. Etc. J'entends bien. Ça veut dire que ça, ce serait cohérent avec une hypothèse de récession courte ou peu profonde et accompagnée au moins de gestes significatifs des banquiers centraux. Je le dis jamais parce que j'aime pas utiliser les expressions du monde des casinos, mais les jeux sont ouverts quand même. Non, mais je crois que là, pour le coup, 2024, il y a une gamme de scénarios possibles. Un champ des possibles qui est assez ouvert. Merci d'avoir partagé avec nous vos analyses en prévision de cette année qui démarrera dans les prochaines semaines. Julien Pierre-Nouan, Lazard Frères Gestion, Gilles Bazissire, Equity GPS et Vincent Lequertier. WeSave étaient les invités de Planète Marché ce soir.